Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. Quel enseignement tirer sur le plan éducatif, politique, économique de l'héritage du khalife de Tidjane Serigne Cheikh Ahmed Tidjane Sy Al Maktoum? Les 10 mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les accidents sont-elles applicables ou juste de la poudre aux yeux? Quelle lecture de la situation entre une opposition qui se cherche et un pouvoir dans la cacophonie? Pour analyser toutes ces questions, Remue Ménage reçoit Djibi Diakhaté, maître de conférence à l'UCAD, et Mamadou Wane, dit Mao, sociologue et ancien de l'UNICEF. Remue Ménage, c'est ce dimanche, 10h-11h sur RFM avec Alassane Samba Diop. Dimanche 19 mars 2017, bienvenue à tous. Avec nous, Djibi Diakhaté, sociologue, maître de conférence à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Mamadou Wane Dimao, sociologue et ancien de l'UNICEF. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, cette semaine, l'actualité a été très fournie. C'est le rappel à Dieu du khalife général de Tidjane, Serigne Cheikh Tidjane Sy Al Maktoum. On a beaucoup parlé de son règne et de ses enseignements ici au Sénégal. Mais avant de venir à ce que Serigne Cheikh a laissé aux Sénégalais, quel enseignement en tirer, le nouveau khalife général de Tidjane, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, a appelé à une trêve entre les hommes politiques. Vous croyez qu'ils vont, ces hommes politiques, appliquer cette trêve? Je crois que l'espace politique au Sénégal, notamment quand on se rapproche des échéances électorales, est un espace qui est toujours marqué par l'emballement. Et je crois que c'est un espace marqué par une certaine excitation. Aujourd'hui, on assiste à l'expression de plusieurs listes indépendantes, on assiste à des coalitions qui sont en train de s'installer, on assiste à des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Donc disons qu'il y a aujourd'hui, à l'approche des élections législatives de l'année prochaine, ou je crois de cette année, on assiste véritablement à un emballement qui fait que le cessez-le-feu auquel appelle Marabout est opportun à mon avis, parce qu'il ne faudrait pas quand même que les échéances électorales nous fassent oublier les urgences qui se présentent devant nous. Et ces urgences sont au niveau économique, au niveau politique, au niveau socio-culturel. Alors, il faut, je crois, mettre le focus sur ces urgences, régler le problème des Sénégalais. Ils ont des préoccupations en rapport avec l'agriculture, avec l'élevage, avec la pêche, avec les autres espaces de travail. Je crois que c'est ça des urgences et c'est heureux, c'est opportun que le marabout en appelle à un cessez-le-feu et que les Sénégalais se focalisent sur l'essentiel. Maintenant, il faut voir qu'au-delà de cet appel, il y a des agendas qui sont proprement les agendas des hommes politiques et qui, dans certains cas, je crois, ont besoin d'agiter un peu le climat politique, le climat social, pour telle ou telle autre raison. Et il faudrait bien entendu qu'il y ait une voix comme celle-là de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, qui n'en est pas à sa première initiative, qui a consisté plusieurs fois à appeler les gens à se rendre compte que nous avons un Sénégal en commun et que nous avons l'impérieux devoir de travailler ce Sénégal-là, de le placer sur orbite et de nous sortir des difficultés dans lesquelles nous sommes. Appel qui arrive en son heure, mais qui fait face malheureusement à des agendas qui sont des agendas propres aux hommes politiques en direction des prochaines échéances électorales et qui sont en train de mettre en place des quartiers, des coalitions et évidemment, je ne suis pas sûr que le moment soit le bon moment pour l'espace politique actuellement. Est-ce que ces agendas Mao ne vont pas aujourd'hui bousculer cet appel? Avec votre permission, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la Oumma islamique, à toute la communauté des croyants et également à tous les Sénégalais, parce que Serigne Cheikh, c'était quand même c'est un monument de l'histoire. Maintenant, pour répondre à vous, moi je pense que le khalife général de Tidjane est dans son rôle en tant qu'acteur religieux dans une société quand même qui est
qui a une référence. Notre culture, elle est religieuse, fondamentalement sénégalaise. Par exemple, si vous prenez la population, c'est quand même 95% de musulmans, plus les chrétiens quelque part, on est presque à 100%, y compris même les animistes. C'est des sociétés très croyantes. Donc, l'acteur religieux, surtout le leader, a un rôle extrêmement important. On est encore trop cartésien. On voit que les pouvoirs s'équilibrent entre l'exécutif, le législatif et judiciaire. Ça, c'est l'héritage de la Révolution française, c'est l'héritage des siècles des Lumières. Mais moi, je rajouterais un autre pouvoir, le pouvoir religieux. Donc, le pouvoir religieux doit, à un moment donné, à mon avis, l'homme religieux doit prendre position. Et je pense que c'est extrêmement important. Bon, je salue son appel parce que le champ politique aussi, c'est pas la guerre. Même si Mao Tse-tung dit que la politique, c'est la continuation de la guerre sans les armes quelque part. Mais nous, il faut qu'on réinvente la façon de faire la politique pour que ce ne soit pas l'éternelle confrontation sur des agendas qui souvent sont des agendas, à mon avis, qui sont des agendas... je pourrais dire à la limite même photocopier. Parce qu'on veut reproduire des schémas politiques qui, des fois, ne sont pas en cohérence avec l'ensemble de nos modèles de référence. Je voudrais m'arrêter là. Bon, je salue cette initiative, mais je pense que si tout le monde se retrouve à l'occasion du décès, ça veut dire qu'il y a la possibilité aussi de faire la politique autrement. Oui, mais est-ce que justement c'est pas ça la grosse contradiction dans notre pays? L'agenda que nous avons, la façon de faire la politique, et aussi le fait qu'il y ait aussi un pouvoir religieux qui est là, qui quelque part dicte comment faire la politique. Si on regarde bien, la dernière actualité, c'est Serigne Moustapha Sy qui demande la libération de Khalifa Sall parce qu'il s'appelle Khalifa. Alors qu'il y a d'autres qui sont des Bamba, des Mohamed, qui peut-être sont en prison aussi. Oui, je crois que Won a raison de parler de la place de la religion dans la société. Parce qu'on n'a pas d'une part l'espace politique et d'autre part l'espace social. L'espace politique, le phénomène politique se déploie dans le cadre social. Avec ses réalités, avec ses contradictions, avec ses principes, avec ses références, avec ses modèles, avec ses us et ses coutumes. Et c'est cet espace social-là qui, d'une certaine manière, imprime une orientation à toute activité, qu'elle soit une activité économique, une activité sportive, une activité, etc. Je vous assure que même dans le sport, vous trouvez encore une place de la société dans l'activité sportive. Que cette activité soit le football, le basket, etc. Donc nous avons un espace social qui est configuré d'une certaine manière, dans lequel espace social, la religion occupe une place de choix. Les représentations, les croyances occupent une place de choix. Même si, en fait, dans la pratique religieuse, nous avons, dans la réalité, des syncrétismes qui s'installent. On parle de christianisme, d'islam, d'animisme, mais en réalité, si vous voulez, il y a beaucoup de synthèses qui s'établissent dans la pratique de ces différentes religions, qui fait que des fois même il y a des rapprochements du fait que précisément étant chrétien ou étant musulman, on continue dans une certaine mesure à émarger sur le registre de l'animisme. Alors, cela fait évidemment qu'il y a nécessité de mettre en place un projet de société que nous partageons. Et ça, c'est quand vous voyez qu'à l'occasion de certaines cérémonies funèbres, qu'il y a un rapprochement entre des gens qui jusque-là étaient totalement opposés, qui se disaient du mal, qui se disaient des invectives, mais qui se retrouvent à l'occasion de deuil, ça veut dire quelque part, il y a des éléments de projet de société que nous n'avons pas encore réussi à sédimenter et qui devraient constituer le socle de nos actions de façon générale, qu'elles soient actions politiques, culturelles, etc. Ce projet de société, il faut arriver à le systématiser, qu'il constitue un socle des principes forts autour desquels nous nous entendons et qui ne gomment pas en réalité nos nuances. Je ne parle pas de différence ou de divergence, nous avons des nuances. En fait, si nous disons que nous partageons le Sénégal, si nous disons qu'il y a des éléments d'histoire que nous partageons, si nous disons qu'il y a un patrimoine historique, culturel que nous partageons et que nous défendons à tous les prix, c'est que précisément sur la base de ces ressources-là, il est possible d'exhumer des principes forts qui sédimentent nos relations entre nous et qui constituent des référentiels inviolables. Alors cela, c'est un patrimoine immatériel qu'une société a besoin de constituer, de renforcer,
de poser et de sédimenter et de dire en réalité que tous les acteurs qui se meuvent dans cette société ont l'impérieux devoir de connaître et de reconnaître cela qui constitue notre projet de société. Ailleurs, ça existe. Les gens peuvent être d'accord, peuvent être opposés sur beaucoup de points, mais il y a des questions principielles, à la limite sacrées, auxquelles on ne touche pas, et qui structurent les subconscients des uns et des autres. C'est fondamental. Il faut qu'on en arrive à ce niveau-là. Je crois, on l'a toujours dit, les gens considèrent qu'il y a autre chose de plus urgent, qu'il faut régler les problèmes de tel secteur d'activité, Oui, très bien. Il faut agir sur l'infrastructure, c'est important, parce que c'est des urgences qui attendent. C'est Talleyrand qui dit que quand c'est urgent, c'est déjà tard. Donc, il y a des questions urgentes qui sont là, il faut les régler. Mais je crois que le patrimoine immatériel est important. Je crois qu'il y a une journée du patrimoine immatériel, mais quel intérêt on accorde à cette journée-là? Quelle orientation on lui imprime? Quelle place on accorde à la culture? Quelle place on accorde à la superstructure? On a tendance à croire que c'est des questions marginales, alors qu'il me semble que c'est des questions centrales. Et l'exemple de ces retrouvailles autour des cérémonies funèbres montre effectivement qu'il y a une fibre que nous partageons, il y a des principes forts que nous partageons. Ces principes-là devraient constituer, je crois, la ligne directrice des actions et des autres, au-delà des nuances que nous pouvons constater. Mao, dans la pratique, on a l'impression qu'au Sénégal, on est d'accord sur rien. Le Khalif général des Tidjanes, décédé récemment, avait dit qu'il y a deux choses fondamentales qu'il faut régler au Sénégal. C'est la médisance et l'errance. Et ça, c'est des problèmes qui font que le pays ne sera jamais développé tant qu'on continuera au Sénégal à médire et à être dans l'errance. Non, mais moi, je voudrais rebondir un peu sur Serigne Moustapha Sy. Moi, je pense que on est ici dans le discours à la fois avec beaucoup de sens et en même temps qui joue sur les représentations. Et quand il fait référence à Khalifa Ababakar, parce que Khalifa Ababakar est un patrimoine, dès qu'il le convoque dans son discours, ça fait une référence quand même, pour dire attention, à la limite aussi, on fait la politique, mais il y a le sacré à travers quand même, à mon avis. C'est une façon aussi de capter. Il ne parle pas ni à toi ni à moi, il parle à son auditoire, et son auditoire quand même, vous faites la communication, a des repères. Et dire que quelqu'un on n'imagine pas Ababakar emprisonné, on n'imagine pas quelque part. Moi, je pense que c'est à ce niveau. Mais ils sont très forts. Moi, je travaille beaucoup sur les discours. Les convergences entre le discours religieux et le discours politique. Et j'ai bien aimé d'ailleurs quand, dans sa conférence, il a dit qu'il faut restaurer le parti, parce qu'il y a de portages politiques qui ne peuvent se faire que par le parti. Et il ne faut pas faire la confusion des rôles. Mais est-ce que ce discours religieux n'est pas en contradiction avec la justice, que tous les Sénégalais doivent être égaux devant la justice? Qu'il soit mouride, qu'il soit tidjane, qu'il soit khad, qu'il soit chrétien ou païen. Oui, mais la justice, elle est rendue au nom du peuple. Et la justice sur terre n'est pas une justice immuable. Elle est faite la justice peut être aussi aliénée à un pouvoir. Absolument. Bon, il y a une confusion des pouvoirs à un moment donné. Et le pouvoir politique, mine de rien, est très fort. C'est clair. Et dans un système de manipulation, de monarchie républicaine, comme l'a dit Mélenchon. Oui, de monarchie présidentielle, républicaine quelque part. On peut, à un moment donné, avoir, à mon avis, l'instrumentalisation. C'est normal qu'aujourd'hui, et c'est sain démocratiquement, que certaines personnes se font des vigiles, de quand même, parce qu'il est, pour moi, c'est inadmissible de mettre quelqu'un en prison, sauf des cas extrêmes. Si on est acteur aussi politique, et on a un projet qui est un projet tout proche, que vous vous retrouvez en prison, sans remettre en cause les fondements de réduction, tout ce que vous voulez. C'est un discours de construction, de légitimation, parce que les politiques aussi produisent des légitimations. Et des discours. Et des discours de légitimation qui donnent une rationalité à leur acte qui peut ne pas être la rationalité de l'autre qui s'oppose. Et de là, aujourd'hui, on peut comprendre très bien, c'est ce que je dis, on ne pourra jamais être
comme le pouvoir politique ou la philosophie politique occidentale. Il faut qu'on réinvente, je reviens, il faut qu'on réinvente la politique, il faut qu'on retrouve des équilibres et le religieux aujourd'hui participe à l'équilibre, surtout on est quand même dans l'islam soufi au Sénégal. Et cette histoire d'errance et de médisance au Sénégal aujourd'hui, dont parlait Al Maktoum, en disant que les Sénégalais sont souvent dans ce registre-là et que tant qu'on continuera à être dans ce registre-là, il sera difficile de parler de développement. Oui, je crois que c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toute la Oumma islamique et à tout le peuple sénégalais, au monde entier. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, c'est une trajectoire. Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, c'est une histoire, c'est un patrimoine, c'est une référence, c'est un repère, c'est un modèle. Je crois que c'est d'abord un ancrage dans un cadre familial. Voilà quelqu'un qui dit « Je n'appartiens pas à une communauté, à une confraternité, parce que je mets l'accent sur le lien biologique. Je mets plutôt l'accent sur le partage de valeurs. » Je crois que c'est important dès le départ de dire que la famille, je lui donne une connotation axiologique, une connotation éthique, une connotation morale. Nous partageons des principes. Je reconnais la valeur de ces principes et j'adhère à ces principes-là. Pas parce qu'il y a un lien biologique, mais parce que c'est plutôt un lien moral, c'est un lien éthique. Voilà, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, nourri de la connaissance religieuse, maîtrisant parfaitement la religion musulmane. Voilà quelqu'un aussi qui a été formé au modèle occidental, qui a travaillé et a des hauts niveaux de responsabilité au niveau de l'État, qui a été dans la diplomatie, qui a rencontré des personnes qui ont une envergure immense au niveau international. Je pense par exemple à Gamel Abdel Nasser. Ça c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy, qui a joué un rôle excessivement important au niveau de l'échiquier politique sénégalais, au niveau de l'espace économique sénégalais, qui a joué un rôle, il me semble, important aussi au niveau de la diplomatie, dans la formation et dans le développement de certaines localités. J'ai eu la chance, étant jeune enfant, de participer ou d'assister plutôt aux conférences qu'il tenait à Thiès, dans un village qui était totalement inconnu et qui s'appelle Keur Djemb. C'était les cycles de conférences qu'il tenait là-bas annuellement et qui avait donné à ce village-là une grande visibilité, non seulement au niveau du Sénégal, mais au niveau de l'Afrique, au niveau du monde tout entier, parce que tous les ans, il tenait à faire ses conférences dans cette localité. Je crois que Cheikh Ahmed Tidiane Sy, de ce point de vue-là, constitue un repère, constitue un modèle. Mais un modèle qui nous dit attention à la médisance, attention à l'errance. En réalité, dans les bouts de bois de Dieu, Ousmane Sembène dit la chose suivante. L'honnêteté au Sénégal aujourd'hui est devenue un délit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de perturber les valeurs, nous sommes en train de travailler au délitement des repères qui jusque-là ont constitué le socle à partir duquel les comportements des uns et des autres ont été formés, ont été fabriqués. Alors, nous disons du mal de l'autre parce que simplement l'autre est bien. Il y a un problème en réalité. Comme dit Ousmane Sembène quelque part, quand on est bien, on gêne. Quand on est excellent, on gêne. Quand on est honnête, on gêne. Qu'est-ce qu'on veut finalement? Donc, il faut constituer quand même une société où on vise le bien. Depuis l'Antiquité, Platon nous invitait à constituer une république essentiellement structurée autour du vrai, autour du bien, autour du juste. Alors, je crois que si nous n'arrivons pas, nous, en tant que société, c'est pourquoi je parlais tantôt de projet de société, avec des valeurs fortes que nous partageons. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tout, mais quand même, quand nous vivons ensemble, le vivre ensemble suppose au moins une matrice de valeurs autour de laquelle nous nous entendons. Maintenant, cette matrice, elle n'est pas immuable et elle est dynamique parce que la société elle-même, dans son fonctionnement, est dynamique. Mais nous sommes obligés d'avoir quelques repères que nous partageons et Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est quelqu'un qui a travaillé autour de ça. On l'a vu à travers son comportement, on l'a vu à travers son discours, on l'a vu à travers les actes qu'il posait au quotidien, montrer que c'est quelqu'un qui est ouvert. Et je crois que l'ouverture ne peut pas dépasser cet exemple qu'il nous a donné. Accroché à la culture musulmane, accroché à l'orientalité, mais ouvert à l'occidentalité, ouvert aux autres souffles, comme pour parler comme Senghor, être enraciné et être ouvert. Je crois qu'il nous a donné ce modèle-là et nous devons le méditer profondément. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à nous regarder à travers un miroir, à faire une sorte d'introspection et à nous remettre en cause en tant qu'homo sénégalensis, à nous dire que voilà le cap auquel nous voulons accéder comme pays, comme société, et qu'il est parfaitement possible que nous fassions des bonds en avant, si nous ne concevons pas le développement sous cette forme-là,
ça veut dire que nous n'avons pas effectué cette insurrection mentale nécessaire qui consiste à établir des ruptures et à dire que désormais, voilà le cap que nous voulons prendre et avec les supports sur lesquels nous allons nous fonder pour y accéder. Ces dénonciations ont été faites par tous les grands érudits du Sénégal par rapport au comportement de la société sénégalaise, c'est cette contradiction. Mais le problème, c'est que ça ne change pas. Les choses restent en l'état. Pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi les ruptures tant attendues n'ont jamais lieu? Non, mais moi, je pense que ce pays, à mon avis, n'a pas encore accompli sa révolution culturelle. Et pour accomplir une révolution culturelle, moi, je pense qu'il faut à la fois des déterminants socio-économiques et en même temps aussi, moi, je pense qu'il faut revenir à la politique. Et moi, quand il stigmatise la médisance et l'errance, le cheikh le met dans un projet politique. Et c'est là où je dis l'héritage de Serigne Cheikh, c'est un héritage politique. Djiby Diakhaté a commencé à ouvrir cette porte. Et je le remercie de me donner l'occasion de prendre les clés de l'histoire et d'ouvrir. Cheikh Tidiane Sy, l'héritage qu'il faut à la jeunesse aujourd'hui, à la génération d'aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui a créé un parti en 1959 qui s'est retrouvé, ce parti, la solidarité sénégalaise. Le parti pour la solidarité du Sénégal. Pour la solidarité sénégalaise. Donc, la solidarité, si on parle de solidarité, c'est quand même un mécanisme tiré de la République de Médine, l'islam, comme il l'a dit, c'est tiré aussi de nos valeurs, parce qu'on est une société. Est-ce que c'est pas aujourd'hui revenir à ce que on pose comme nous, la gauche, quelque part, les anciens 68 ans, toute cette idée de société de partage des biens, cette idée anticapitaliste, cette idée que la croissance, elle n'est pas produite pour accumuler que des richesses, mais pour rendre heureux les gens. Et rendre heureux, ça veut dire que moralement, je reviens, le projet moral d'une société quand même équilibrée et s'appuyant sur les valeurs. Mais c'est très difficile, parce que nous, on a été ce que j'appelle pollués. Nous avons subi la colonisation. Psychologiquement. Surtout. Psychologiquement. On vit ce qu'on appelle la déstabilisation culturelle, la déstabilisation politique. Permanente. On a vécu la traite négrière. On a vécu le Sénégal, 3 siècles de colonisation, avec un projet qui n'était pas notre projet. Donc, moi, je pense même ceux qui ont résisté culturellement, et là, je convoque la trajectoire de résistance de certains marabouts à l'ordre colonial, à l'ordre néocolonial. Cheikh Ahmed Tidiane se situe dans cette lignée. Parmi ses contemporains, il a été le porteur, certainement d'un discours religieux, mais d'un discours religieux qui disait non quand même quelque part, qui a fait la prison. Et parmi les marabouts contemporains, ceux qui font la prison, c'est rare. Ça veut dire se confronter avec le pouvoir. C'est une valeur de se confronter avec le pouvoir. Si on est assis sur la défense des intérêts du peuple, intérêts culturels, intérêts religieux, la position, elle peut être révolutionnaire quand vous êtes en situation d'oppression. Et je pense que Cheikh Ahmed Tidiane, qui a été soutenu par Ibrahim Niasse, qui, comme il a dit, qui était quand même progressiste, qui a connu Gamal Abdel Nasser, qui a travaillé avec les Nkrumah. C'est quelque part, à mon avis, bon, moi je ne suis pas dans le religieux strict, dans la moralisation stricte, je suis dans le politique, et dans le politique aujourd'hui, c'est une référence parce que le marabout doit être capable de dire aux puissants par l'argent, aux puissants politiques, non, il faut arrêter. Il a aussi montré aux Sénégalais, parce qu'on a lu quelque part qu'il avait fait un prêt de 16 milliards à une banque européenne, où il a pu travailler, rembourser l'intégralité de la somme avant échéance, en faisant beaucoup de champs, en travaillant dans l'arachide, en investissant. C'est rare aujourd'hui de voir des marabouts être dans cette lignée-là. La plupart qu'on voit, c'est des gens qui sont, qui prennent des rentes.
Oui, mais c'est pourquoi je Ils parlais... vivent au crochet de l'État. Absolument, je les appelle des fois les GOR, les grands opérateurs religieux. Mais en réalité, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, j'ai parlé de son ouverture. Je crois que voilà quelqu'un qui a été formé dès le départ à partir d'un certain modèle oriental, mais quelqu'un qui était très ouvert, qui maîtrise parfaitement le modèle occidental, très ouvert à l'histoire de son époque et qui connaissait parfaitement comment fonctionne le monde. C'est quelqu'un qui avait aussi un souci de développement, mais un développement partagé. C'est ça aussi la solidarité. L'idée que si j'ai la possibilité d'accéder à certaines ressources, parce que ma position me permet d'accéder à ces ressources-là, je vais les partager avec la communauté. Je vais les partager notamment avec le monde rural. Et on comprend parfaitement que Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum est quelqu'un qui pensait beaucoup au développement du monde rural sénégalais. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la colonisation a installé une situation absolument difficile dans l'organisation du territoire. En focalisant, en installant les structures et les infrastructures de production au niveau du littoral. Si vous regardez bien la carte du Sénégal, l'essentiel des infrastructures de production est jusqu'à présent malheureusement concentré au niveau du littoral. Ça, c'était l'aménagement du territoire que le colonisateur avait mis en place dans le cadre de l'économie de traite. C'est normal, quoi, pour ses intérêts personnels. Et donc, si vous regardez bien, Dakar concentre l'essentiel des infrastructures de production parce que c'est la côte. Le colonisateur avait besoin de mettre en place des infrastructures de transformation des produits qui venaient de l'agriculture et de la pêche. On les transforme à partir du littoral, à partir de la côte, et après on les met dans des bateaux et ces produits sont convoyés vers la métropole. C'était aussi simple que ça. Dakar est aujourd'hui la région la plus petite du Sénégal. Il ne fait que 550 km². Et c'est paradoxalement la région la plus densément peuplée du Sénégal. Dakar compte plus de 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, la région de Dakar à elle seule est plus peuplée que le Gabon tout entier. Et le Gabon est plus vaste que le Sénégal. Le Gabon fait plus de 220 000 km². Le Sénégal, c'est autour de 197 000 km². Tout à fait. Distorsion au plan de l'aménagement du territoire. C'est le colonisateur qui avait introduit cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut développer le monde rural. Il faut faire en sorte que les ruraux disposent de moyens qui leur permettent de développer l'économie locale et de n'avoir pas besoin de sortir du milieu rural pour venir vers le milieu urbain. Depuis les années 70, avec les cycles de sécheresse, on a noté des flux migratoires des populations rurales, des flux excessivement importants des populations rurales vers le monde urbain, créant d'ailleurs cette situation des enfants de la rue, des daras itinérants qui se déplaçaient, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire précisément que Cheikh Ahmed Tidiane Sy, depuis longtemps vraiment, avait compris. Et je crois que si on avait... Et c'est cela son ingéniosité, son statut de visionnaire, d'avoir compris depuis longtemps qu'il fallait investir pour le développement du monde rural. C'est très tardivement, malheureusement, qu'on a commencé à en parler. Et aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, le président Macky Sall dit qu'il faut aller vers une territorialisation des politiques publiques. Cheikh Ahmed Tidiane Sy l'avait vu depuis longtemps. Une territorialisation des politiques publiques. C'est-à-dire faire en sorte qu'au niveau local, les gens se donnent les moyens, la possibilité de mettre en place des voies, des stratégies, des moyens, des supports pour exploiter les ressources existantes au niveau de cette localité avec une relative autonomie, mais avec aussi des moyens qui soient mis à leur disposition. Cheikh Ahmed Tidiane Sy avait compris ce mécanisme depuis longtemps. Mamadou Dia a travaillé lui aussi de son temps dans cette perspective-là, mais il faut noter que c'est pourquoi je dis qu'on a besoin d'avoir des espaces de rencontre, des espaces de dialogue, qui permettraient de mettre sur la table les visions des uns et des autres, de mutualiser les expériences et de voir à travers un arbitrage qui soit un arbitrage, j'allais dire, patriotique, qui ne met pas l'accent sur l'idée que c'est Alassane qui a mis ça, c'est tel parti, donc je ne peux pas prendre ça. Le Sénégal, il n'y a plus de débat au Sénégal. Il faut arrêter ça. Il faut aller vers des arbitrages patriotiques qui consistent à dire que même si c'est mon plus grand rival, quoi, mon plus grand, etc., la chose la plus importante, c'est le développement du pays. Ce n'est pas le pays qui les intéresse, les politiciens, la plupart d'entre eux. Aujourd'hui, par rapport à cet investissement d'autant d'argent dans le monde rural que Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum faisait, est-ce que c'était quelque part aussi de montrer qu'on peut être marabout, être indépendant, être travailleur, sans être aussi au crochet de l'État? Non, mais moi je pense que pour revenir à ça, moi je salue ça parce que nous, tout notre combat, c'était quand même de contrer le capital
Parce qu'il y a d'autres marabouts qui sont plus dans la rente qu'autre chose. Financier ou industriel, occidental, impérialiste et tout. Donc, c'était extrêmement important d'avoir Cheikh Tidiane, d'avoir Gaïndé Fatma. Parce qu'aussi, il faut dire que le mouridisme est bâti, est construit sur la mystique du travail et non pas la dépendance absolue. Les enseignements de Seigne Touba, ce n'était pas la dépendance à l'État. Au contraire, sinon il n'allait pas lutter contre le colonialisme. C'était aussi le travail. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Il faut qu'on garde ça. Maintenant, moi, je pense que l'aliénation de certains marabouts par rapport à l'État, c'est quand même aussi cette politique de corruption de certaines élites qui étaient qu'on nous a légué les colons. Parce qu'après la résistance des marabouts, de El Hadj Omar, et la résistance de Cheikh Ahmadou Bamba, la résistance aussi de certains, comme chez nous au Fouta, c'est quand même, on a vu, ils ont détruit nos États. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à corrompre l'élite, quelque part. Qui sont devenus des intermédiaires. Maraboutiques. Ils en ont fait. Des c'est le système qui en ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette dépendance que reproduit les tenants du pouvoir. Ils reproduisent. Parce que le problème, on ne peut pas mettre dans la même balance de responsabilité de celui qui détient le pouvoir d'État, qui a énormément de moyens et qui, lors des élections, cherche à avoir des rapports de clientélisme. Et à partir du moment où on est dans un rapport de clientélisme, on est dans un rapport c'est de bonne guerre après. Donnant. C'est clair. C'est de bonne si guerre. Moi, je produis des gens qui votent pour toi, toi, tu détiens le pouvoir de décider pour le pays. Tu me donnes les sous pour alimenter les électeurs. Aussi de quoi entretenir. Les électeurs. Pas mes électeurs, mais effectivement. Parce que le marabout, il est là. Les gens dans la campagne, quand ils ont faim, c'est là-bas qu'ils se replient. Quand ils ont des problèmes d'achat, d'ordonnance, c'est là-bas qu'ils viennent. Quand ils ont leurs enfants qui viennent d'avoir le bac ou machin, ils interviennent. C'est le marabout qui appelle. Donc, on est dans une société, à mon avis, qui est une société où le pouvoir politique cherche à corrompre, quelque part. Mais en même temps, il ne faut pas voir que ce côté négatif. Mais dans l'équilibre, s'il n'y a pas un équilibre entre pouvoir religieux et pouvoir politique, c'est la radicalisation. C'est aller vers maintenant d'autres revendications, d'autres idéologies sectaires, le radicalisme, et qui peut déboucher sur un terrorisme. Donc, le pouvoir politique intelligent doit chercher à avoir des rapports sains avec, justement, ceux qui détiennent aussi un pouvoir, parce qu'effectivement, c'est un véritable pouvoir, que tu appelles à ton tchant, des centaines de milliers de personnes viennent. Je défie quiconque dans ces meetings, si tu ne payes pas les gens, dans des bus et tout ça, des cars, est-ce qu'ils vont venir? Oui. Voilà un peu. L'autre pouvoir aussi, c'est celui qui détient aussi les transporteurs. On a vu que l'État du Sénégal a essayé de mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre les accidents de la route. 10 mesures, parmi lesquelles l'immobilisation, la mise en frein de tout véhicule en circulation dont le propriétaire n'a pas présenté à la visite sans motif valable, l'expiration du délai de la visite technique, le fait qu'on prenne des voitures de transport, de marchandises qu'on transforme en boîte de transport, les porte-bagages, ce qu'on appelle les Versailles communément chez nous. Et tout cela, ça semble être des mesures prises. Mais l'impression qu'on a, c'est que les transporteurs, la plupart d'entre eux disent oui, mais ils ne sont pas d'accord sur ces mesures. Et on voit qu'il y a énormément de morts sur les routes. Oui. Senghor parlait depuis 1960 d'organisation et de méthode. Et je crois que c'est dans cette dynamique-là que le bureau organisation et méthode avait été mis en place. Le fameux BOM. Le fameux BOM. C'est qu'on avait compris en réalité que le développement, ça repose aussi sur une organisation de la vie sociale, avec des principes que l'on se donne et que les principes les uns et les autres doivent se les approprier. En réalité, il faut éviter quand même dans la démarche une approche qui soit totalement verticale.
Il faut faire en sorte que ces principes-là soient partagés par les différents acteurs dans une dynamique de collaboration qui met l'accent sur l'horizontalité. Si on se dit que voilà comment nous voulons vivre ensemble et que les uns et les autres acceptent cela, je crois qu'à partir de ce moment-là, ça devient plus facile parce que le fait de respecter les règles ne relève pas d'une coercition, mais d'une acceptation de la chose par l'individu lui-même. Je dis, lorsqu'on mangeait traditionnellement autour du bol, on demandait à tous les enfants qui étaient autour du bol de tenir le rebord du bol avec la main gauche. Le bol ne devait pas bouger, le bol ne devait pas tanguer. Le bol représente ici la société. Chacun de nous a la responsabilité de travailler à l'équilibre social en tenant le rebord du bol avec la main gauche. Le bol ne doit pas bouger, la société ne doit pas bouger. Elle ne doit pas être déséquilibrée. Les condiments qui sont au milieu du bol ne peuvent être touchés que par les adultes. Mais les adultes qui ont la possibilité de toucher à ces condiments ont l'impérieux devoir de mettre un peu de condiments devant la place des enfants. Ces adultes-là représentent les dirigeants. Les condiments qui sont au milieu du bol sont les ressources que nous partageons. En conséquence, ils n'ont pas le droit de prendre ces ressources et de les mettre devant leur place. C'est des ressources qui doivent faire l'objet d'une redistribution avec tous les membres qui sont autour du bol. Je crois que cette image-là, développée par Camara Laye dans L'Enfant Noir, nous permet de revenir sur un certain nombre de principes forts qui relèvent de notre patrimoine historique, mais que nous avons tendance à laisser et à suivre, si vous voulez, un autre modèle que nous n'arrivons pas à digérer et à maîtriser complètement. Alors cela fait précisément que des fois, il y a des résistances parce que les uns et les autres ne comprennent pas et n'adhèrent pas à un projet qui a été créé, qui a été mis en place et en les excluant. Aujourd'hui, au niveau du transport, au niveau de la route, tout le monde est plus ou moins étonné par ce qui est en train de se passer. C'est quand même inadmissible. Des routes qui ne sont pas bien faites, ou alors si elles sont bien faites tout de suite après, c'est des citoyens qui vont venir mettre des trous, casser les routes. Des fois, c'est des véhicules qui ne présentent pas le profil technique requis pour rouler et surtout pour transporter des personnes. Des fois, c'est aussi un contrôle au niveau routier qui est plus ou moins défaillant. Alors, je crois précisément qu'il faut remettre de l'ordre, qu'il faut réorganiser. C'est pourquoi je disais tantôt qu'il faut faire en sorte aujourd'hui que nous ayons des citoyens actionnaires. Aujourd'hui, en matière de politique, le citoyen ne doit plus être un dilettant. Il ne doit pas être quelqu'un qui attend d'être servi. C'est quelqu'un qui doit être actionnaire. L'État est une société. J'ai une action dans cette société-là. En conséquence, j'ai le devoir de travailler, mais pour que cette action devienne encore plus fructueuse, pour qu'elle devienne. Donc, ce n'est pas l'affaire de Macky Sall, ce n'est pas l'affaire du ministre du Transport, ce n'est pas l'affaire du Premier ministre, c'est l'affaire de chaque citoyen de se dire que l'État, c'est mon affaire. Mais qu'aussi ceux qui sont les dirigeants travaillent dans le sens de responsabiliser davantage les communautés et les personnes en les mettant face à leurs responsabilités. Vous avez le devoir de tenir le rebord du bol avec la main gauche. La société ne doit pas tanguer, parce que si la société tangue, ce n'est pas seulement moi qui coule, c'est toute la communauté entière qui coule. Il faut qu'on ait un espace de rencontre, un espace, une plateforme d'échange qui nous permette de nous retrouver, de consolider nos relations entre nous et de dire nous voulons vivre ensemble, nous voulons en arriver à tel cap. Si nous voulons nous en arriver là, il faudrait forcément que l'on revoie nos postures, nos comportements et nos façons de voir. Est-ce que les citoyens vont tenir le rebord du bol si les dirigeants qui ont des ressources en face d'eux prennent tout pour eux? Je crois que c'est la question centrale. On est là. Parce que moi, je suis partisan d'un État fort. Ce n'est pas un État autoritaire, un État stratège. Aujourd'hui, on ne peut pas... Bon, c'est clair, il n'y a pas de stratégie de la mobilité urbaine. Il n'y a aucune stratégie. Je parle de stratégie. On est toujours dans le vieux schéma de policiers, de construction d'immenses carrefours. Les carrefours à Dakar, tu peux mettre tout le monde là-dedans. Et c'est le premier truc qui crée des situations. Il a dit des routes, etc., qui ne sont pas des routes adéquates. Vous prenez... L'État aussi, c'est l'investissement dans la sécurité routière. Ça veut dire quoi? Il faut des caméras. Il faut flasher. Si la personne sait qu'il peut faire ce qu'il veut, demi-tour sur la route, aller dans un couloir qui n'est pas son couloir et qu'il n'y a pas de sanction, mais vous pouvez faire le tour de Dakar, vous ne rencontrez aucun policier. Et ils ne peuvent pas être là tout le temps. Donc, il faut investir. Il y a une politique aussi, quelque part,
Moi, je pense, comme il a dit, il y a des véhicules qui doivent plus circuler dans ce pays-là. Je pense que moi, je reviens toujours. En tout cas, Renault ne fabrique plus les cars rapides qui circulent à Dakar. Mais c'est clair, c'est clair. Un ça État vient, responsable, c'est c'est bien beau les 10 mesures, mais moi, écoutez, je suis d'accord avec le bol, l'image du bol, avec Djibi Diakhaté, mais il y a une question de responsabilité. Moi, je regrette, je ne suis pas un ministre payé par les deniers, payé par les deniers publics. Je ne suis pas, moi, payé, ni vous, ni lui, à assurer l'ordre, à assurer la sécurité des personnes. Il y a des gens qui sont payés avec nos impôts. Il faut qu'ils fassent le travail. Il faut qu'ils fassent leur travail. Et faire le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans l'innovation. Un État doit innover chaque fois. C'est bien beau de dire, oui, les citoyens sénégalais sont indisciplinés, mais il faut les discipliner. Vous avez demandé à exercer le pouvoir. Dans ce que vous avez demandé à exercer le pouvoir, vous devez aussi garantir la sécurité des personnes, mais pas seulement des dirigeants. Donc pour moi, il faut revenir à l'État stratège. Je suis d'accord. Parce que l'État aussi, c'est pas seulement que cette question ne doit pas être seulement portée par le ministère des Transports. L'État aussi, c'est des compétences qui interagissent. Il faut éduquer. Les gens traversent la route. Moi, tout à l'heure, en venant vous voir, le feu était vert, les gens traversaient. J'ai dit, moi, à quel moment, moi, je vais partir? Donc, pour moi, il y a cette éducation aussi, comme il a dit, l'éducation citoyenne. Mais avant ça, il faut que l'État fasse son travail. Il faut que tous les influenceurs, y compris l'élite religieuse, ne soient pas là seulement pour nous garantir l'éducation religieuse et tout ça, mais dans l'éducation religieuse, il y a l'éducation à la responsabilité. L'islam est organisé. À mon avis, c'est pourquoi je parlais tantôt de révolution culturelle. Et moi, franchement, si on vote pour des gens, c'est à eux de garantir que les Sénégalais ne meurent pas tous les jours, parce qu'il y a une incapacité à asseoir une stratégie de mobilité urbaine. Et la stratégie actuelle de mobilité urbaine, il faut investir dans la sécurité. Mais pourtant, face à cette incapacité dont il parle, les partis politiques, que ce soit le pouvoir ou l'opposition, nous sommes dans une sorte de cacophonie au niveau du pouvoir, où il y a des batailles de positionnement de part et d'autre, l'opposition qui se cherche, et ces gens-là sont censés tous vouloir faire notre bonheur. Oui, l'idée c'est qu'on a une offre politique à faire aux populations. C'est pourquoi en fait le travail d'éducation est un travail qui devrait être réalisé de façon permanente. L'idée est de faire en sorte que les citoyens se donnent les moyens d'apprécier les offres politiques proposées par les différentes formations. Et pour le moment, c'est des invectives. Mais justement, c'est ça le problème. Donc, dans une offre politique, normalement, vous avez des rubriques qui concernent la culture, qui concernent le transport, qui concernent l'enfance, qui concernent l'éducation, qui concernent, etc. Et j'ai lu les différentes offres politiques, les différents programmes. Voilà l'offre qui me semble la plus appropriée à mes attentes. Et à partir de ce moment-là, je ne vote pas pour le porteur de cette offre. Je vote pour l'offre. C'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que je dépersonnalise un peu les choses, même si par ailleurs on ne remet pas en cause le leadership de celui-là qui porte l'offre. Mais le plus important, c'est la plateforme d'idées, la plateforme d'innovation proposée par quelqu'un. Et je dis, j'adhère à cette plateforme. Mais cette plateforme, une fois que j'y adhère, c'est toute ma responsabilité qui est engagée. C'est que je ne suis plus quelqu'un qui est un spectateur exclu de la plateforme, je suis un acteur de la plateforme. Je dois travailler à respecter les principes qui structurent cette plateforme-là. Et je serai en contradiction avec moi-même lorsque, précisément, je ne respecte pas le code de la route, tandis qu'au niveau de la plateforme, on avait parlé de la discipline du citoyen. C'est ça que je parle d'appropriation. Et là, en fait, il faut dire que les formations politiques, il me semble, ces dernières années, ont un peu péché. Parce que la formation citoyenne, la formation militante,
manque un peu dans les différentes formations politiques. Pourquoi Je crois que c'est de plus en plus des formations qui ont dit la meilleure façon d'avoir le suffrage des Sénégalais, c'est de passer par d'autres voies. On passe par des combinaisons avec certains leaders d'opinion, qui peuvent être des marabouts, qui peuvent être d'autres leaders d'opinion. On passe par l'argent. On passe par diverses autres stratégies, des promesses dont on sait qu'on ne les tiendra jamais, mais qu'on fait rêver des gens de manière à avoir leur suffrage. Mais je crois que ça, c'est un problème. Ce qui était le plus important, c'est qu'un parti politique doit se donner les moyens de partager ses idées, ses principes, ses idéaux avec ses militants à travers un dispositif qui est mis en place et qui est un dispositif de formation citoyenne et militante. Ça existait dans certains grands partis politiques et ça a tendance de plus en plus à s'émousser, à disparaître. Retravailler à faire revenir ces grands trucs. Il y avait des cellules de sages. Très bien, on les appelle cellules des anciens, cellules de sages, c'est selon. Mais quel rôle ces sages, ces anciens jouent en termes de mise à disposition de leur héritage pour le profit de ces jeunes qui viennent d'adhérer au parti et qui ont besoin d'avoir des repères. Il y a des structures, des cadres ou des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font en termes de non seulement suivre de façon itérative l'idéologie mise en place par le parti, mais le fait de retravailler constamment cette idéologie, le fait de questionner, d'interroger cette idéologie, ses valeurs, ses principes, voir est-ce que c'est des principes qui sont en adéquation avec les attentes du moment. Est-ce qu'il ne faut pas apporter des changements, etc. Les intellectuels et les cadres devraient travailler à ce niveau-là. Et puis vous avez les militants qui se disent, nous ne sommes pas seulement là pour acclamer et pour porter des t-shirts, nous sommes des actionnaires, comme je l'avais dit tantôt, et nous avons le devoir de travailler dans le sens de fructifier nos actions. Alors je crois que tout compte fait, l'idée est d'en arriver à une pratique politique qui opère des ruptures, qui met l'accent sur la formation, qui met l'accent sur un citoyen conscient des attentes de la communauté et qui se dit, je travaille dans le sens de réaliser ces attentes. C'est cela, à mon avis, qui réalisera. Je ne dis pas de rupture, mais l'impression qu'on a, c'est la course à l'argent. À l'avoir. Dans les partis politiques, chacun gère ses intérêts personnels, tout en n'oubliant pas que chaque parti politique est une organisation privée. Oui, non, mais moi, je n'ai pas tendance à mettre tout le monde au même niveau. Parce que moi, je pense que l'élite qui a le pouvoir doit être une élite de qualité, qui produit dans l'idéologie dominante de repères et un référentiel qui est un référentiel capable d'influencer. Mais si aujourd'hui, l'élite au pouvoir, c'est une élite qui a une promotion parce que tu sais insulter. Il faut dire la vérité. A une promotion parce que moi, j'ai émis une idée démocratique et le lendemain, je reçois toutes les insanités du monde. Et que par la suite, j'ai une promotion. Les autres vont croire aussi qu'il faut faire la même chose. C'est pourquoi je dis il faut arrêter de promouvoir ce qui font honte à la République. Parce que nous, notre socle Kédo, notre socle religieux, c'est quand même des références. Quand Cheikh Tidiane parlait, stigmatisait l'errance, y compris l'errance politique, qui est devenue un nouveau métier très rentable. On passe d'un parti à l'autre, de la transhumance pour ne pas le nommer. Si tu fais cette promotion, tu ne dois pas être étonné que tu te retrouves dans ce qu'on appelle le champ des invectives. Et qu'on est dans ce qu'on appelle la déconstruction et l'éloignement sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Nos enfants doivent aller à l'école. Il faut reconstruire l'école de la République. Absolument. L'école publique n'existe plus. Elle est en train d'être tuée. Elle est en train d'être tuée. Il n'y a pas un revenu minimum. Il y a beaucoup de Sénégalais qui n'ont rien. Des jeunes en masse. Et les signes de certaines révoltes, quelque part, c'est pas seulement des gens qui sont sur des Jakarta, c'est des signes. Et je le prends à témoin, parce que la sociologie aussi consiste aussi à dire attention. La criminalité galopante est conçue pour rien. Le passage à l'acte meurtrier pour rien. Ça veut dire que quelque part, notre société, ses ressorts, ses derniers ressorts sont en train de partir. Je veux dire des ressorts sur le plan moral, etc. Donc pour revenir, c'est tout simplement, je dis, nous devons mériter d'une classe politique qui est quand même une classe de référence. Et pour ça, c'est à l'État d'organiser la démocratie.
de donner la possibilité aux gens de pouvoir dire ce qu'ils pensent, sans pour autant risquer leur vie et leur avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui justement pour que la qualité revienne dans la classe politique sénégalaise? Je ne dis pas à tout le monde, il y en a certains qui sont de très valeureux, il y en a d'autres qui sont vraiment des médiocres. Oui, premièrement, il ne faut pas stigmatiser les politiciens. Et moi, je crois que la politique est une affaire noble. Je crois que c'est important, c'est des hommes qui se sont investis et qui ont certainement une vision de développer le pays. Je crois que nous devons quand même, en tout cas en ce qui me concerne, accorder un préjugé favorable à ces hommes politiques-là. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'il faut aller vers des offres politiques partagées. C'est important. La politique, c'est pas seulement une affaire de je suis fâché contre quelqu'un, je crée mon affaire, je veux avoir un poste de député, etc. On doit être porteur d'une offre. Et cette offre doit faire l'objet d'un partage, d'une discussion avec la communauté. Troisième chose qui me semble importante, c'est le dynamisme des populations. Qu'on n'ait pas des citoyens qui attendent, mais des citoyens qui participent, des citoyens qui soient, encore une fois, actionnaires. Et ça demande une certaine éducation à la citoyenneté que l'on peut construire au niveau des confréries religieuses, que l'on peut construire au niveau des familles, que l'on peut construire au niveau des différentes associations. Les associations sportives et culturelles font l'objet d'une grande adhésion par beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'elles font pendant les vacances en termes d'éducation citoyenne, en termes de formation citoyenne pour les jeunes? Les écuries de lutte mobilisent beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces écuries en termes de formation, en termes de sensibilisation? Je crois que si un peuple veut assumer son destin, si un peuple veut se développer, il faut que ce peuple-là soit bien formé. C'est le monde qui exige ça. Nous avons aujourd'hui une pratique de la mondialité qui n'accepte plus la médiocrité. On doit être bon. Et pour être bon, il faut être formé. L'école n'est pas seulement le seul espace où la formation existe. Il peut être déployé sous plusieurs formes dans d'autres milieux, les écuries, etc. Je crois qu'il faut aller vers ça. Point final, à Remue Ménage. Le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Djibi Diakhaté, sociologue, maire de conférence à l'UCAD. Merci à Mamoudou Wane Dimao, sociologue et ancien de l'UNICEF. Oui, Mao, allez-y. Non, c'est juste, fini, hein? Oui, c'est juste rendre hommage à Serigne Cheikh qui avait parlé aussi depuis, dès les années 71, du retrait des enfants de la rue. Absolument. Donc je lui rends hommage pour ça. À la technique Abla Diop, micro Alassane Sambo Diop, excellent dimanche à tous.